Et lors de ce copil, je dis ça, je dis bah écoutez là, c'est bon. En fait, on a bouffé notre antilope, on est repu, on n'a pas besoin de plus quoi. On a atteint la satiété. Et je me souviens de deux, une directrice et un directeur d'agence qui ont eu les larmes aux yeux de m'entendre dire ça. Toutes les actions menées dans l'entreprise, si elles ont tendance à rendre le monde plus beau, de nos agents, de nos clients, de la planète, c'est OK. Et tu peux entreprendre toutes les actions et mettre les moyens en conséquence. Salut, bienvenue sur Harmony Inside, le podcast qui t'aide à créer une culture forte pour ton entreprise et à réussir ta croissance. Je suis Vincent Aboyance, harmoniste d'entreprise au sein du collectif Biharmoniste et j'interviewe des dirigeants qui ont réussi à allier à la fois succès business et culture entreprise exceptionnelle. Pour retrouver leurs conseils et si tu aimes ce podcast, abonne-toi et laisse 5 étoiles et un commentaire si tu es sur Apple Podcast. C'est vraiment d'une aide énorme. Bonne écoute! Salut Edouard. Salut Vincent. Écoute, je suis hyper content de te parler aujourd'hui. Il faut dire deux choses en intro. La première, c'est qu'on avait fait un épisode il y a quelques années de ça avec ton père Thierry pour parler de Clintex. À l'époque, c'était Patrick qui l'avait fait et depuis, bah tu vois, j'ai repris ce podcast-là. Toi, t'as repris Clintex, donc je suis très content qu'on puisse donner une suite nouvelle génération à cet épisode-là. Et puis la deuxième, c'est qu'on se parle grâce à quelqu'un de super, Jonathan Salmona, qui est venu il y a quelques épisodes et qui nous a mis en contact. Mais bon, là, ce qui est bien avec toi, c'est que a priori, t'es quelqu'un quand même de très facile à joindre, même si on connaît pas Jonathan. Si on a la chance de travailler chez Clintex, il paraît que tout le monde a ton numéro de téléphone personnel. C'est vrai et pourquoi? Et oui, c'est vrai que, alors facile à joindre, j'espère. Hein, je pense que le numéro de téléphone est accessoire et que c'est plutôt, comment dire, la liberté de parole qui est importante dans ce process-là. Ouais, il y a quelques années, je buvais un coup avec un copain sur une terrasse et il me dit tiens, il y avait une boîte et il était client de Clintex. Il me dit tiens, Edouard, ton agent de propreté arrive plus à avoir un document administratif de la part de son manager. Enfin, je sais pas, une broutille pas très importante. Et ayant bu une bière ou deux, je me lance un peu audacieux en lui disant bah t'as qu'à lui filer mon numéro de portable, ça ira plus vite. Et puis c'est un truc qui me travaille un petit peu pendant les vacances. Et puis quand je rentre au mois de septembre, je vais voir un peu mes équipes en leur disant bon bah j'ai décidé de publier mon numéro de téléphone aux 3500 agents de propreté du groupe. Levée de bouclier, mes informaticiens, non, on va te mettre une appli de filtrage de machin, une double SIM, mais fais gaffe, on va t'appeler la nuit, tu vas divorcer. Enfin bref, on m'a promis Ah, ça allait très très loin, quoi. Ouais. toutes les misères de faire ça. J'ai dit non, je le fais sincère, j'ai pas envie de m'embêter, j'ai un numéro, je le publie. Et donc j'ai fait une petite vidéo explicative disant bah voilà, à la fin de cette vidéo, vous aurez tous et toutes mon numéro de téléphone. Alors si vous m'appelez pour une livraison d'éponge ou de bidon de produits, je serai peut-être pas le mieux placé. Mais en tout cas, je suis accessible et je veux pas que vous ayez le sentiment d'un patron dans une tour d'ivoire, un peu planqué, isolé de ses équipes. Et donc, c'est pour ça que je l'ai fait. Et l'autre point, c'était de créer un petit garde-fou dans l'entreprise. Si j'avais du management toxique, quelque part, j'ai une ligne directe, tu sais, lanceur d'alerte. Et voilà. Et donc, ça me rend accessible aussi parce qu'on fait du management à distance. On les a partout en France et que je m'étais amusé à faire le calcul une fois. Si je voulais rencontrer tous mes agents de propreté, il me faudrait 11 ans à temps plein. Effectivement. Mais du coup, pour aller à la fin, on t'a promis toute la misère du monde, le divorce et l'insomnie. Est-ce que ça a été le cas? Alors, j'ai fait ça il y a 6-7 ans et j'ai eu 3 coups de fil en 7 ans. Voilà. Effectivement. Et pour des raisons en plus d'évolution de carrière ou d'information, c'était pendant le Covid sur la prime Macron. Bah voilà, quelle est la position de Clintex sur ces sujets. Voilà, donc des sujets pertinents en fait qui m'ont éclairé d'un truc dont j'avais pas conscience ou pas assez conscience. Donc deux leçons, la première c'est de faire confiance à tes collaborateurs, la deuxième c'est de te faire confiance après une bière ou deux, visiblement ça te donne des bonnes idées, des bonnes initiatives. Ouais, bah peut-être que c'est la potion magique. Trop bien. Et alors, t'es aussi très actif sur LinkedIn et j'invite d'ailleurs tout le monde à aller te suivre parce que tu écris plein de super posts et dans un de tes posts assez récents, tu parlais du concept de raison d'être, qui est quelque chose dont on parle beaucoup, le why de l'entreprise, et tu disais moi j'ai pas envie d'être, j'ai envie de faire, et tu préfères le terme de raison d'agir plutôt que de raison d'être. Toi personnellement, c'est quoi ta raison d'agir et de faire tout ce que tu fais avec Clintex?
Ouais, alors c'est vrai que cette notion de raison d'agir met en mouvement en fait. Moi, je suis quelqu'un qui me nourrit du mouvement, plus de l'action que de la réflexion. On est un métier de service où nous on est constamment dans l'urgence, dans le renouvellement. Donc c'est-à-dire si nous la saleté, une fois qu'on a nettoyé le matin, elle est relâche le soir. Donc si tu veux, on a une obligation d'être dans l'action. C'est un truc qui s'arrête jamais. Ça se ressalue tout le temps. Donc si tu veux, il y a une roue comme ça qui tourne et donc qui est nécessaire d'être dans cette posture de mouvement. Moi, ça m'anime. Et à titre personnel, alors la raison d'agir de Clinitex, elle est de rendre le monde plus beau. C'est-à-dire que, alors c'est pas une baseline marketing ou quoi que ce soit, hein, c'est notre comment dire vision à nous. Euh, sur l'idée que un client qui aurait des locaux propres, en passant par Clinitex, à la fin de la prestation, on va lui rendre un peu plus beau, parce qu'en plus il y aura eu un sourire de l'agent de propreté, il y aura eu des prises d'initiative, que un collaborateur désenchanté ailleurs viendrait chez Clinitex et on rendrait son monde plus beau par une collaboration plus saine et plus enthousiaste et plus avec plus de perspectives. Pareil pour la planète, tous nos process respectueux de l'environnement, notre démarche de certification B Corp vont faire qu'on va rendre le monde un peu plus beau avec notre prestation. Voilà, de manière très humble, c'est notre petite contribution au monde. Et à titre perso, moi, en tant que dirigeant, ma raison d'agir, c'est de permettre le rêve professionnel de tous mes collaborateurs. Permettre le rêve professionnel de tous mes collaborateurs. Et donc, mon job, c'est un peu comme un jardinier, c'est de créer un potager qui soit, enfin un terreau en tout cas qui soit très fertile, à ce que toutes sortes de fruits ou de légumes puissent pousser dans tous les sens, c'est-à-dire faire éclore des carrières professionnelles basées sur les qualités individuelles de mes collaborateurs et pas les faire rentrer dans une case. On a inversé un petit peu le process là-dessus. Donc voilà mon job à moi au quotidien et c'est trop bien. Mmh. Bah carrément. Et justement, enfin, c'est intéressant pour creuser un peu ça, parce que souvent le job d'un patron, d'un PDG, ça va être de faire gagner plus d'argent à la boîte, puis d'en gagner pas mal pour lui-même. Enfin, et les collaborateurs, on parle souvent de ressources humaines, sont une ressource pour atteindre cet objectif-là. Toi, tu renverses la table, en gros. Enfin, tu te mets toi au service du rêve professionnel de tes collaborateurs, pour reprendre ta formule. Concrètement, quand on est dirigeant, comment on fait pour faire ça? Je pense que c'est déjà bien se connaître. Voilà, quels sont ses moteurs. Moi, je suis OK avec des gens dont le moteur, c'est l'argent. D'autres, c'est l'ego. D'autres, c'est le pouvoir. D'autres, c'est la médiatisation. Et bon, et il y a tout. Il y a sûrement un peu de tout aussi. C'est un petit mix de tous ces ingrédients. Moi, c'est OK. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est euh, c'est la satisfaction de l'autre, quoi. Si j'étais dans une équipe de foot, je suis sûr que je préfère. Alors, je pratique pas le foot, mais je préférerais faire des passes décisives que mettre des buts. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a cette notion d'altruisme euh, qui est pas que altruiste, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'opportunisme sain parce que je pense que de bien servir ses collaborateurs aura une conséquence positive sur les performances économiques. Donc, Hmm. tu parles de ressources, moi je parlerais plutôt de moyens, mais dans une scène, un équilibre assez sain, c'est-à-dire tout le monde y trouve son compte. Le collaborateur va pouvoir mener la carrière de ses rêves avec le job de ses rêves pile aligné avec ce qu'il sait faire, ce qu'il aime faire, et donc il va le faire bien. Et donc les intérêts de l'entreprise vont être bien servis et en conséquence ceux des clients et donc une performance économique. Donc c'est plutôt ce chaînon-là et assumé déjà depuis longtemps dans l'entreprise par mon père qui dit qu'un collaborateur heureux fera un client satisfait et un client satisfait fait toujours de la performance économique par la fidélisation, la recommandation, les ventes additionnelles et donc voilà un petit peu le chaînon. Donc on est plutôt centré sur le début de la chaîne, c'est-à-dire les collaborateurs. Hmm. Et juste pour donner un ordre de grandeur pour ceux qui connaissent peut-être pas Cleantech dans le détail, on peut souvent se dire mais ça c'est gentil, mais c'est des trucs de start-up, c'est bien quand on est 20, 30, 50. Tu peux nous donner un rapide portrait de Cleantech en termes d'activité pour qu'on comprenne bien de quoi on parle? Ouais, alors c'est une entreprise qui fait du nettoyage en B2B, donc on travaille exclusivement avec les bureaux, les locaux à usage professionnel, bureaux, enseignement, logistique, industrie, santé, tout ce qui se nettoie, sauf chez les particuliers. Mm. Et on a une vingtaine d'implantations en France, on couvre pas loin de tout le territoire national et on compte 3500 collaborateurs un peu partout répartis dans les agences, donc essentiellement des agents de propreté qui viennent et qui interviennent chez nos clients le matin, le midi, le soir, un peu à toute heure de la journée selon les besoins des clients.
On fait 60 millions d'euros de chiffre d'affaires et l'entreprise a été créée en 1980 par mon père qui a démarré artisan. J'aurais été incapable de faire ce qu'il a fait, partir de zéro, monter dans sa 4L. Je tourne le regard puisqu'elle elle est dans nos locaux au siège. On l'a reconstitué, on en a fait une mini salle de réunion. Euh, et ouais, c'était pas dans mon ADN à moi, en tout cas dans mes appétences ou dans ce que j'aurais été capable de faire. Et quand j'ai racheté la boîte, j'ai dit, tu sais, papa, là, ce que je veux faire, je pense que toi, t'aurais pas été capable de le faire. Et donc, en Exactement. fait, on est sur un passage de témoin qui est hyper sain parce qu'on vit la même aventure, mais avec chacun, voilà, dans sa zone de confort, quoi, et de plaisir. Hmm. Donc c'est top. Et justement, enfin, tu es parti sur ce développement encore à une encore plus grande échelle en reprenant la boîte. Pareil, tu vois, quand tu restes dans les clichés d'entrepreneuriat, on va dire, bah, du coup, tu as probablement dû faire un business plan. Et je crois savoir que tu as un autre terme chez Clinitex, tu parles de human plan, ou human plan, je sais pas comment tu le dis. Qu'est-ce que c'est? Raconte-nous, parce que c'est un truc que j'avais jamais entendu avant de te connaître et de connaître Clinitex. Ouais, alors bon, je suis pas fan des anglicismes, mais j'ai rien trouvé de mieux. Le plan humain, ça faisait trop vaseux. Il y a un côté planification qui est pas terrible. Ouais, c'est ça. En fait, je me suis rendu compte. Alors, j'ai fait une école de commerce, voilà, où j'ai appris plein de choses, qui m'a appris aussi beaucoup de choses que j'ai souhaité déconstruire quand je suis devenu dirigeant, parce que euh, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais moi, je me souviens de ma première leçon d'économie, de dire voilà, le but d'une entreprise, c'est de maximiser le profit des actionnaires. Enfin, on est sur le niveau zéro de basique des leçons d'économie. Bon, déjà, j'ai été heurté dès ma première minute en école de commerce, tu vois. Mais c'était bien, comme j'ai bossé dans une chaîne de fast-food, et ça m'a aussi vachement appris sur le management, tu vois, de tout ce que j'avais pas envie de reproduire ou de faire. Euh, et, euh, et donc, j'ai appris toutes ces techniques. Je maîtrise les outils informatiques, les tableurs et tout ce qu'il faut, le code et le langage des banquiers pour faire ce qu'on appelle un business plan, donc une projection financière très détaillé, très fouillé, très scientifique de tous les indicateurs économiques de l'entreprise sur 1, 3, 5, 10 ans. Bon. Et puis, je me suis rendu compte du côté totalement faux de ces outils. C'est-à-dire quand cet outil ne sert qu'à une chose, c'est servir l'intention qu'on a au départ. Tiens, là, j'ai envie qu'on booste un peu l'entreprise, j'ai envie de faire peur à tout le monde, donc je vais faire un business plan un peu pessimiste, voilà, qui va secouer les puces, qui va nécessiter à chacun de se retrousser les manches. Ok, donc je tire des formules avec un moins devant ou et puis on tire ça sur 5 ans. Et regardez, les projections là sont pas bonnes du tout. Autre intention, je veux valoriser ma boîte, bah, je vais faire un business plan super ambitieux, je vais mettre des plus 5, des plus 10, des plus 12. Et, euh, et voilà, ça va faire rêver tout le monde, y compris éventuellement les investisseurs ou les banquiers. Donc, le truc, pour moi, c'est totalement, c'est un autre anglicisme, mais c'est totalement bullshit. Hmm. C'est, ça n'a vraiment qu'un sens. Alors, j'en fais toujours pour mes banquiers, puisque eux, pour obtenir les financements pour nous, doivent présenter ça en comité d'agrément, il leur faut ces données-là. Mais en même temps, j'y crois pas du tout. Et puis, on fait pas rêver une équipe en disant cette année, à grands coups de rideau qui s'ouvrent, allez, on va faire plus 12. Ça fait rêver personne. Tu vois, on parlait de raison d'agir tout à l'heure. J'ai une collaboratrice qui nous a rejoint il y a 1 an à peu près, qui m'a dit, tu sais, Edouard, elle était dans une multinationale. Hein, elle vient chez nous, qui sommes une grosse PME, et elle dit, dernière convention, le rideau s'ouvre, le patron avec le micro, tout nous dit, voilà, on a fait la vision à 10 ans, objectif 1 milliard. Voilà, donc la vision de l'entreprise, c'est faire 1 milliard. Et elle dit, bah les gens applaudissent parce que contraint et forcé, mais on en a parlé après à la buvette. Tout le monde était désabusé, ça n'a fait rêver personne, personne. Et elle est partie ce jour-là. Donc voilà, un business plan ne fait pas rêver. Personne se lève dans la boîte en se disant mon boss a fait un super business plan, je suis content de me lever pour aller bosser. Voilà, c'est pas un moteur. Et donc je me suis dit, en fait, de quoi j'ai besoin pour Clintex? Est-ce que j'ai envie d'en faire une multinationale? Est-ce que j'ai envie de faire le milliard? Est-ce que j'ai envie de faire plus 12, plus 14? En fait, je m'en fous un peu. Moi, j'ai envie que la boîte soit rentable et que ce soit un terrain de jeu à la fois d'expérimentation managériale. Bon, on a parlé de mon coup de téléphone, de mon numéro de téléphone tout à l'heure, on en parlera peut-être d'autres. Et que ce soit aussi un terrain d'aventure et un potager, un terreau fertile pour tous les collaborateurs. Voilà un peu l'idée. Je me suis dit, bah, du coup,
Est-ce que j'ai besoin de dire on va ouvrir Marseille, Lyon, Toulouse, Bordeaux? Bah en fait je m'en fous quoi. Euh, Par contre, si j'ai un collaborateur qui veut mener cette aventure-là, là c'est pas pareil. Euh, Dire on ouvre Lyon, qui veut y aller? Bah je vais avoir tous les gens qui ont une ambition pour les raisons dont on a parlé tout à l'heure, d'ego, de pouvoir, d'argent, de statut social, Mm. de grosses voitures, que sais-je. Et donc peut-être que ce sera pas les bons leviers. Alors que si on fait l'inverse et qu'on lance les collaborateurs sur ce qu'ils ont envie de faire et on devient coach, sponsor, facilitateur, financeur de leur projet intrapreneurial, ça change tout. Et je lance du coup à ce moment-là une petite académie que j'appelle Clean Boost, pensant avoir. Alors, je fais juste une petite parenthèse. Tu vois, sur les Mhm. 3500 collaborateurs, on a à peu près 150 staff support. Voilà, 150, Mm. 200, grosso modo. Et c'est tous ceux qui ont un ordinateur chez Cleantex. Voilà. Ok. Tous les autres étant agents de propreté et faisant Ok. un travail plus œuvrant. Et on anime là le Clean Boost et l'Académie Human Plan sur les 150-200, donc Ok. les staffs administratifs. J'ai l'ambition de faire aussi un Human Plan sur les 3500, on en parlera peut-être après. Mais Mm. sur ces 200, l'idée, voilà, j'ouvre la candidature à cette petite académie de dire, voilà, c'est pas un centre de formation, c'est pas un endroit où vous allez apprendre des compétences, mais on va aller chercher, voilà, le fond de votre trip, vos valeurs, vos talents, qu'est-ce qui vous anime, vos moteurs. On va faire des outils IRH, donc des tests de RH, des études graphologiques. Vous allez faire des business visites inspirantes. Vous allez aussi aller faire une chasse au trésor dans d'autres agences que la vôtre pour voir les pratiques ou les trucs qui se font bien ou différemment. Voilà, tout ça. Et puis, je leur dis, pour rentrer dans cette académie, pas besoin de se dire, moi, je veux être ça, ou je veux ouvrir ci, ou je veux créer tel poste. Juste se dire, j'ai envie de me mettre en mouvement. On vient un peu sur la raison d'agir. Voilà, j'ai Mm. envie moi-même d'être dans l'action et j'ai une petite flamme au fond des tripes et j'ai envie qu'on souffle dessus, voir si ça éteint la braise ou si ça fait un feu de Bengale. Le pitch, il était vraiment comme ça, très 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 flou. Et pensant avoir 3, 4, 5 candidats, j'en ai eu 18. Donc au-delà de mes espérances. Et je crée du coup 2 promos de 9 pour pas avoir des groupes trop costauds. Et la résultante de tout ce process qui durait 2 fois 9 mois, donc en 18 mois, on a doublé notre nombre d'agences. On a créé 5 ou 6 postes qui n'existaient pas dans l'entreprise et qui ont rempli des trous dans la raquette. Et en fait, si je devais revenir en arrière avant de lancer ce Human Plan, je pense que mon business plan, moi, à titre Edouard perso, le plus ambitieux, n'aurait pas été aussi ambitieux que ce Human Plan, tu vois. Ouais, Euh, complètement. et en fait, fait dans le bon ordre, parce que du coup, quand j'ai ouvert Lyon, bah, j'ai une nana, Louisa, qui était passionnée de cette ville, qui rêvait d'y aller, qui l'a fait pour des bonnes raisons, qui a elle-même été trouver un local. Enfin bref, c'est-à-dire une énergie et une envie qui était largement décuplée à, bah tiens, toi, on va te mettre à Lyon. Tu vois Mm. l'idée? Et donc, Mm. ouais, ça a décuplé les forces. Et donc, on a ouvert, trois agences dans le sud de la France, Lyon, Montpellier. On a ouvert à Orléans. On a ouvert 3 agences en région parisienne. Enfin bref, on a créé des postes autour ici de l'expérience client, sur des sujets techniques en paye. Enfin bref, des trucs, même moi, j'aurais jamais imaginé, quoi. Et qui ont rendu vachement de service à la boîte. Et ça, effectivement, ça paye et t'as des résultats que t'aurais pas imaginé toi-même parce que justement, tu t'appuies sur un collectif. Mais au début, tu sais pas que ça va te donner ça. C'est inné chez toi, cette capacité à faire confiance, que ce soit à tes collaborateurs ou en général, tu vois, parce que c'est quand même un pari que tu fais. Enfin, t'engages des moyens, c'est ton idée que tu pousses, etc. Tu sais pas ce que ça va donner puisque par définition, le résultat est assez peu entre tes mains. Toi, t'es un facilitateur, tu crées des conditions et un process, mais ce qui va en sortir, ça t'échappe un peu, quoi. Ouais, clairement, clairement. Là, je parle avec enthousiasme de cette croissance et de ce développement, tout ça. Mais quand j'ai pitché le truc, j'ai dit s'il se passe rien, c'est ok. En fait, Hmm. on sera collectivement alignés sur le tempo de l'entreprise. Il n'y a pas de projet, eh ben c'est pas grave. On continue de bien servir nos clients, bien servir nos agents. Et donc, moi, je suis ok avec ça. Je suis pas du tout un apôtre de la décroissance ou parce que moi, je trouve que c'est un point de vue très personnel, mais que ça peut annihiler les envies, les énergies, voilà, mais je suis ok avec la non-croissance, tu vois. Mm. Mm. C'est-à-dire la non-croissance, il y a un économiste qui parle d'économie stationnaire, tu vois. Mm. C'est ok, on mange à notre faim, on a ce qu'il nous faut, tout le monde s'amuse, pas de souci.
on est ok avec ça. Mais en ouvrant Clean Boost, c'était de dire, bah voilà, est-ce que tout le monde s'amuse ou est-ce qu'il y en a qui ont envie de s'amuser encore plus? Et c'est ce qui s'est passé. Et tu vois, j'ai aussi assumé le fait, sur ces 18, de dire, au départ, voilà, on va souffler sur un truc, on sait pas où ça nous emmène. Il y a peut-être des gens qui seront plus alignés que la boîte, qui vont se découvrir eux-mêmes et qui seront plus OK. Et ben, ça s'est passé. Il y en a 2 parmi les 18. Et ouais, ils se découvrent les talents, les envies, les appétences, ce qu'ils ont envie de faire. L'espace soit est bouché dans l'entreprise parce que les postes sont pourvus ou les gens sont pas mobiles ou pas patients. Et ils m'ont dit, Edouard, je pars. Et ben c'est ok. Tu vois, plutôt que de subir un désengagement progressif, qui est en plus très contagieux. Tu vois, la personne qui reste dans une équipe et puis bah, qui est plus dedans et qui commence voilà à ruminer, à presque à devenir parfois toxique avec son entourage. Bon, on a tous gagné du temps en fait. Lui, s'est pas fait mal au dos ou au cœur à subir la situation. Nous, on n'a pas eu un collaborateur qui se désengage et qui embarque du monde. Et donc, bah, très vite, si cette fin était inéluctable, bon, on l'a un peu accéléré. Tout à fait. C'est intéressant ce que tu disais sur l'aspect, je suis pas pour la décroissance. Parce que, en fait, toi, t'es carrément en dehors du paradigme de croissance ou pas. Enfin, tu disais, on va faire 1 milliard, ça excite personne. Dire, on va faire moins 1 milliard, ça excite personne non plus. La question, c'est, est-ce qu'on crée quelque chose qui va nous permettre de faire autre chose? Tu mesures ta performance, j'ai l'impression, c'est peut-être très naïf de dire ça, mais tu vois, en épanouissement, en développement de tes collaborateurs, en impact qui est extra-financier, quoi. Alors ouais, moi j'ai 3 indicateurs qui sont phares pour l'entreprise, qui sont le bien-être du collaborateur, qu'on mesure. Hein, on a des cabinets d'enquête qui font ça de manière anonyme auprès de nos collaborateurs. La satisfaction de mes clients et la performance économique, qui se mesure chez nous avec un seuil de prospérité, dont on parlera peut-être après. Voilà, 3 indicateurs. Il faut que le bien-être des collaborateurs serve bien les clients et que ce service rendu aux clients serve la performance économique. Et nos systèmes de variables, de primes, etc., sont basés uniquement sur ces 3 indicateurs. Avec en plus, on parle toujours de raison d'agir, pour le déclenchement de primes, une nécessité d'action altruiste. Donc, c'est-à-dire on a toute une banque de mécénat de compétences qui est offerte aux collaborateurs. Et donc, pour bénéficier de la prime, il faut en plus avoir une action d'impact sociétal, environnemental. Voilà, c'est-à-dire que la prime est, à mon goût, trop nombriliste pour ne pas regarder l'extérieur. Et puis Cleantex ne peut pas vivre en vase clos avec ses petits principes et ses trucs et s'auto-distribuer le truc. Donc l'altruisme fait partie aussi de nos valeurs pour le partage de la performance. Et on va reparler des valeurs juste après, mais effectivement, tu as parlé de ce principe de seuil de prospérité. Mais je t'en prie, explique-nous, parce que c'est pareil, je pense qu'il y a quelque chose à découvrir là. Ouais, ouais. Alors ça remonte à pareil il y a 6-7 ans. C'est une période qui a été fructueuse. Je devais boire beaucoup de bière à cette époque-là. Euh, je fais la rencontre de Pierre Rabhi. J'emmène ma famille aux Amanins, qui est un éco-village qu'il a monté dans la Drôme, où on peut aller en famille. Voilà, on récolte le blé ancien pour fabriquer le pain, on va traire les chefs pour fabriquer le fromage. Enfin, il y a une vie en communauté. Enfin voilà, un beau moment. Il y a une école Montessori aussi. On pourra parler du Montessori, c'est un des marqueurs du management de l'entreprise. Voilà, tout un petit village. Et puis je lis son bouquin au même moment qui s'appelle Vers la sobriété heureuse. Donc Pierre Rabhi, paysan philosophe, qui est décédé maintenant il y a 2 ans. Et, euh, et donc je lis son bouquin. Et dans son bouquin, à un moment, il parle d'une anecdote. Il dit quand on regarde dans les espèces animales dans la nature, on voit le lion qui va manger son antilope. Et puis il va aller paisiblement à l'étang boire entre le zèbre et la girafe, et il va pas leur sauter au cou pour autant. Et là, il s'interroge pourquoi. Il dit, bah, en fait, parce qu'ils ont mangé à leur faim et qu'ils rechasseront et ils remangeront quand ils auront faim. Et là, je fais Eureka. J'oublie mon cours d'économie et je me dis, bah voilà, en fait, le capitalisme, c'est ça. Ça doit être de manger à sa faim. Là où le capitalisme, il est dans une espèce de voracité, de prédation, de toujours plus, et il crée une forme d'obésité qui n'existe pas à l'état naturel. Aucun animal n'est obèse dans l'état naturel. C'est l'homme qui s'est inventé cette caractéristique. Et donc, bah ouais, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, mais du coup, je suis pas dans le toujours plus. Moi, quand j'ai mangé à ma faim, bah c'est ok. Mon grand-père disait on mange pas plus de trois fois par jour.
et les linceuls n'ont pas de poche. Tu vois, et ça, c'est deux expressions qui m'ont marqué un peu. Mmh. Et donc, voilà, ça a alimenté ce désir de prendre conscience de c'est quoi le nécessaire pour Clinitex. Et donc, là, je suis revenu à mes tableurs Excel, mais je l'ai mis au service d'autres choses qu'un business plan pour me dire comment on construit le nécessaire de Clinitex. C'est quoi en fait? De quoi Clinitex a besoin? Et donc, j'ai regardé, une fois qu'on a fait du profit, qu'est-ce qui se passe? On paye des impôts, évidemment. On rembourse des dettes d'investissement, d'acquisition de machines, de bâtiments, etc. On paye la participation, les primes, les éventuelles augmentations de salaire pour rester aussi dans une dynamique salariale. On doit financer notre croissance avec les résultats, donc le BFR ou les projets de développement d'investissement. On doit servir un actionnaire. Donc on a pris conscience de ça aussi et on a pu le définir. Et on doit avoir de l'impact autour de nous, sociétal, environnemental et social. Et voilà. Et donc je prends conscience de tout ça et je le quantifie. Je me dis, pour l'année prochaine, on a besoin de quoi en termes de projet d'avenir ou de BFR, on a besoin de quoi en termes de augmentation, participation, prime, etc. Et donc je liste tout ça, y compris les dividendes, et je me dis voilà, pour l'année prochaine, le besoin de l'entreprise, il est là. Et c'est ça qui définit en fait notre seuil de prospérité, qui est une ligne de flottaison, qui est un petit peu au-delà d'un seuil de rentabilité où en fait on va juste couvrir les coûts. Là, on couvre d'autres choses qui vont plus loin et on fait la transparence aussi là-dessus. Donc ça a mis un sens absolument profond sur pourquoi on cherche la rentabilité et surtout, une fois qu'on l'a atteinte, tu vois, j'ai eu le cas là cette année en 2023, au mois d'octobre, j'ai fait c'est bon, 2023, on a atteint notre seuil, là on pourra plus repasser en dessous, mettez-vous en roue libre, entre guillemets. On m'a déjà fait le reproche de cette terminologie, mais c'est dire continuer à servir vos agents, vos agents de propreté et vos clients de la meilleure des manières, mais on n'est plus dans la prédation là. Là, mettez-vous sous le baobab, rentrez plutôt chez vous, ça veut dire. Soyez moins dans la pressurisation du développement du commerce, préparez l'année prochaine, et puis voilà. C'est un discours qui est, je trouve à la fois génial et hallucinant. J'ai jamais littéralement entendu personne dire ça parce que il y a toujours quelque chose à faire, tu vois. Et puis, à la fois, tu gouvernes un peu par la peur, du type, oui, mais si on fait pas plus, d'autres feront plus et à terme, ils vont nous bouffer ou on perdra des parts de marché. Puis cet investissement, cet argent, faut pouvoir l'investir pour garder le niveau par rapport à la concurrence, etc., etc. Et puis, dans tous les cas, tu vois, ça m'est même déjà arrivé dans des expériences précédentes ou de voir d'autres gens qui sont comme ça. T'as des périodes d'activité creuse, la boîte va bien, mais toi, t'es pas en mission, t'as pas de clients en ce moment, etc. Et on va te dire, il y a toujours quelque chose à faire, faut toujours faire plus, etc. Le côté, non, mais c'est bon, chill, en gros, je suis désolé pour l'anglicisme, mais je l'ai jamais entendu. Qu'est-ce qui s'est passé quand t'as dit ça? Comment ont réagi les gens dans ton entreprise? Alors là, c'est pas chaque année. Il y a des années, on doit se battre jusqu'au 31 décembre et parfois il n'est pas atteint ce seuil. La première fois que je l'ai dit, c'était il y a 4 ou 5 ans pour la première fois, et j'étais pareil au mois de septembre ou octobre avec les directeurs de toutes mes agences qui viennent 5 fois par an ici au siège, et on a notre petite réunion qu'on appelle le copil. Et lors de ce copil, je dis ça, je dis écoutez, là, c'est bon. En fait, on a bouffé notre antilope. On est repu, on n'a pas besoin de plus, quoi. On a atteint la satiété. Et je me souviens de une directrice et un directeur d'agence qui ont eu les larmes aux yeux de m'entendre dire ça, parce que ça les percutait dans leur schéma mentaux, dans leurs habitudes ou dans leurs expériences précédentes, de se dire mais en fait c'est du bon sens, c'est assumé, et puis c'est un peu proclamé, c'est un petit peu on nous pousse à t'employer le mot chill. Est-ce que c'est du chill? Non. Je pense que c'est du relâchement, et que le lion chassera probablement, ou la lionne, hein. C'est vrai qu'on m'a déjà aussi fait la remarque que c'est plutôt les lionnes qui chassent, mais en fait va se régénérer pour une chasse peut-être plus prolifique la fois suivante, tu vois. Et j'ai fait le parallèle avec des sports que je pratique, notamment le kitesurf. Je sais pas si t'as déjà pratiqué, mais il y a des choses qui sont très contre-intuitives, c'est-à-dire on est avec un élément qu'on ne maîtrise pas, le vent, qui tire notre aile de manière très puissante, et quand en fait on se fait embarquer, parce que ça arrive, une rafale, un truc, il faut relâcher la barre qui sert à tendre ou à détendre l'aile. Et au plus on se crispe et on tire sur la barre, au plus le vent a de prise sur l'aile et donc nous embarque encore plus.
Et donc c'est hyper contre-intuitif au départ de se dire en fait quand je me fais embarquer, il faut se relâcher. Mm. Et je pense que quand au mois d'octobre on doit atteindre les objectifs au 31 décembre et qu'on va mettre une surpression sur ces équipes, en fait, on ne crée pas les conditions de la réussite de l'atteinte de cet objectif. Et qu'au contraire, il faut créer les conditions du relâchement. Et qu'en faisant ça, je pense, alors j'ai pas le contre-exemple, mais que j'ai eu des meilleurs résultats qu'en pressurisant les équipes sur le toujours plus. Et que si au mois d'octobre, là, j'avais dit, allez, on atteint l'objectif, mais allez, on peut faire encore mieux, on se dépasse, on y va, peut-être qu'on aurait fait moins. L'histoire ne le dit pas là-dessus. Mais en tout cas, je crée un sentiment de relâchement, d'apaisement, de régénération chez les équipes qui, probablement, est vertueux pour les conquêtes suivantes, quoi. Oui, et effectivement, tu crées une sécurité psychologique qui a pas de prix, et c'est aussi dans ces moments-là que tu te permets, j'imagine, de créer des choses. Enfin, c'est un environnement qui est très propice à l'innovation, si on veut le dire comme ça, ou en tout cas à la prise d'initiative, parce que t'es pas juste en train de courir après tes chiffres, quoi. Ah, c'est sûr. Le corollaire de ça aussi, c'est la grande transparence qu'on a dans nos pratiques managériales qui font que tout le monde a accès à toute l'information tout le temps. Je, Edouard, PDG du groupe, ne dispose d'aucune information dont ne disposerait pas une gestionnaire de paye en agence ou un comptable ou un informaticien. C'est-à-dire que tout le monde a le même niveau d'information qui a été vulgarisé, synthétisé et avec des outils de visionnage qui sont simples, parce que dire la transparence, tout le monde est... Tu donnes pas l'ensemble de l'alias fiscal, j'imagine, à lire, parce que c'est un petit peu dur. Voilà, c'est ça. Il faut vulgariser, faire de la pédagogie. C'est ce qu'on appelle nous les projecteurs. Et donc on a une visionneuse de données là-dessus. Fait qu'en fait on ne parle jamais de chiffres. Moi, mes réunions de direction avec tous mes directeurs d'agence, on ne parle pas de chiffres. Zéro. Tout le monde les connaît. On a tous conscience. Ils sont instantanés et transparents et publics. Chacun est responsable et va les voir le concernant. Et ça crée une forme d'autorégulation où on n'a pas besoin de se palucher des onglets et des onglets de tableurs pour pointer du doigt ceci ou pointer du doigt cela. Et ça vient aussi un peu de mon grand-père. Mon père était cancre à l'école. Et si tu veux, quand il ramenait un bulletin de notes, il y avait pas grand-chose à À montrer. croquer. Voilà, c'est ça. Et mon grand-père avait l'art de toujours trouver le petit truc sur le bulletin, disant ah tu as eu 11 en sport, excellent, c'est super. Bon, dans une marée de notes moins bonnes, pour justement valoriser ce qui était bien fait, ou de dire ah bah dis donc ton prénom tu l'as vachement bien écrit sur le bulletin. Bon, fallait de temps en temps, je pense, être créatif pour aller remarquer, mais c'était là où je veux en venir, c'est je pense que mon père, mais on a tous vécu ça à l'école, quand on a une mauvaise note, on s'est déjà fait mal à soi-même. Voilà. On s'est pris un regard destructeur de l'enseignant, bien souvent, les rires des copains et des copines autour. Et donc, on a déjà eu très mal avec cette note. Si en plus, dans un espace qui est censé être sécurisé, qui est la maison, les parents, on se reprend un scud, pour construire de la confiance en soi, c'est destructeur. Et donc, cette bienveillance, c'est cette posture que j'essaye d'avoir moi en tant que dirigeant auprès de mes directeurs d'agence, c'est de dire, voilà, venons valoriser ce qu'on fait bien, pour s'énerviser, plutôt que de pointer ce qui est pas bien. De toute façon, c'est public, tout le monde l'a vu, y compris vous, et ça crée aussi une forme de garde-fou. On peut, comme tout le monde a accès à tout, on peut pas laisser un sujet en désuétude, puisque tout le monde va le voir, et donc c'est une espèce de critère d'autorégulation pour chacun. Déjà, merci pour le partage de l'histoire de ton père et de ton grand-père, parce que c'est assez émouvant. Et tu as parlé tout à l'heure aussi de la pédagogie Montessori et de l'influence qu'elle a dans ton management, ou en tout cas dans les principes de management chez Clintex. Je veux pas trop filer la métaphore de employé égale enfant, parce qu'il y a un truc qui est parfois trop poussé là-dedans, tu vois, mais sans aller là-dedans, qu'est-ce que tu as repris, et du coup, c'est quoi ces principes de management que tu appliques chez Clintex? Alors déjà, Maria Montessori, première femme médecin, c'est un métier réservé aux hommes en Italie au début du XXe siècle, 1904, si je dis pas de bêtises. Et donc femme libre, tu vois. Donc déjà, il y a ce côté liberté, il y a ce côté je défonce les portes et je trace ma route. Elle crée une pédagogie au départ pour des enfants soit en difficulté mentale, soit en difficulté en échec scolaire ou en précarité, en partant de l'auto-apprentissage par l'enfant et par un sachant
qui donne un contenu. Son mantra, c'est d'ailleurs « aide-moi à apprendre par moi-même ». Et donc le rôle de l'enseignant ou du manager, même sans infantiliser les collaborateurs, est juste de les aider à prendre l'initiative par eux-mêmes et de les aider à continuer à développer des compétences. Et on revient à mon rêve professionnel qui est de permettre, ma raison d'agir professionnelle qui est de permettre le rêve de chacun. Et donc c'est ça, c'est créer les conditions de l'auto-apprentissage ou de la prise d'initiative ou de l'audace, qui est une des valeurs de l'entreprise. Et donc Maria Montessori, elle développe cette pédagogie. Moi, j'ai eu la chance de faire tout mon cursus scolaire jusqu'au collège en Montessori, dans une école qui s'appelle Jeanne d'Arc à Roubaix, qui est la plus vieille école Montessori de France et qui est sous contrat avec l'Éducation nationale. Je crois que c'est une des seules. Parce qu'il peut y avoir des clichés sur l'école Montessori, tu sais, la banlieue chic d'une grande métropole avec son école hors contrat à X milliers d'euros l'année. Bon, voilà. Ouais. Là, on est à Roubaix et on est sous contrat. Donc, en termes d'inclusion, on est bien. Et donc, j'ai pas pris conscience pendant mon cursus scolaire que c'était différent. Parce que quand t'es enfant, tu prends ce qu'on te donne et puis tu le réalises pas forcément. Mais j'ai eu la chance d'y remettre mes enfants. Et là, ça m'a mis une claque de me dire, mais en fait, le management a plein de similitudes avec le Montessori sur ce degré de confiance qu'on va donner à des collaborateurs comme l'enseignant le donne aux enfants. Une classe Montessori, il y a 27 enfants. Tu vas avoir, par exemple, CP, CE1, CE2 mélangés. Il y a des notions de mentorat ou de tutoring. Des CE2 sont parrains ou marraines d'un CP. Et avec un truc intéressant, c'est que on laisse vivre la classe 15 jours à la rentrée en septembre. Et au bout de 15 jours, l'enseignant dit, bon, maintenant les CP, vous choisissez chacun un parrain, une marraine. Tu vois, ça se fait dans l'autre sens. Et ça, c'est hyper intéressant aussi parce que il y a ce côté déjà confiance en soi de choisir quelqu'un avec qui on a une affinité ou une complicité. Et après, il y a une fierté, une attente de dire vivement que je suis en CE2 pour être parrain ou marraine d'un CP qui me choisira. Tu vois. Et donc, en fait, l'enseignant est pas seul avec les 27 enfants. Il a 9 grands et 9 moyens qui sont au service aussi d'accueil des 9 plus jeunes. Et bref, je décris quelques principes comme ça, mais plein de similitudes avec le monde de l'entreprise qui permet d'autonomiser les collaborateurs, leur faire confiance, s'adapter à leur rythme. Parce qu'un des principes de Montessori, c'est que tout le savoir qui est sous forme de matériel, des matériels pédagogiques, c'est le terme utilisé, est disponible dans la classe. Et c'est en fait l'enfant, par sa curiosité naturelle, ses dispositions du jour, son rythme, vont aller chercher tel ou tel matériel. Bah tiens, il y a une carte avec des continents, un puzzle pour placer les continents, ça m'intéresse. Et ben je vais chercher ce matériel et je le fais. Le seul rôle de l'enseignant étant de montrer comment fonctionne ce matériel une fois, pour que l'enfant après puisse faire, refaire jusqu'à ancrer l'apprentissage, avec même, selon les matériels, des systèmes d'auto-évaluation. Ai-je bien assimilé toutes les notions liées à ce matériel? Et on s'auto-évalue. Tu vois, c'est très puissant. Et donc, moi, c'est des principes. Tu vois, sur le rythme, on en a parlé avec le Human Plan. On est pile là-dedans. C'est-à-dire qu'on est OK avec un enfant qui va savoir lire en moyenne section. Je suis pas le genre de parent à avoir mes enfants les plus beaux du monde. Mon fils aîné, Paul Arthur, a su lire à l'âge en moyenne section. Et en CP, il a lu toute la saga Harry Potter. Super. Et pourtant, c'est pas un génie et il sera pas plus prix Nobel qu'un autre. Et à cet âge-là, il savait pas taper dans un ballon de foot. Mais il avait sûrement juste envie de lire. Mais il n'a pas été contraint par le système à ce moment-là de se dire bah non, la lecture c'est milieu de CP et donc tu lis pas pour l'instant. Tu vois, et donc ça favorise cette espèce de flamme intérieure qui peut s'exprimer à un moment donné. Et l'un, ça va être la lecture, l'autre, ça va être la géographie, encore un autre, ça va être les arts plastiques. Enfin, si tu veux, peu importe, chacun son rythme. Mais ça, tu vois, dans l'Human Plan, on est là-dessus aussi. C'est-à-dire, c'est pas le rythme de l'entreprise ou de l'institution scolaire qui dicte le rythme des enfants ou des collaborateurs. C'est le rythme des collaborateurs qui va rythmer le rythme de l'institution. Et ça change tout. Ça change tout. Complètement. Et alors, justement, ça, ces principes de management-là, typiquement, on parlait tout à l'heure d'école de commerce, c'est pas forcément ce qu'on t'apprend. Et puis, être manager, devenir manager, ça s'accompagne. Enfin, tu sais pas faire tout ça du jour au lendemain, voire même que ce soit parce que tu viens d'une autre entreprise avec une culture différente ou que tu as été promu en interne, souvent ton réflexe, il va plutôt être dans le contrôle, dans le micromanagement, enfin, dans toutes ces expressions de la peur de pas savoir faire, en réalité.
Qu'est-ce que tu as mis en place, enfin toi, ou bien sûr tout le monde chez Clinitex, mais pour en gros accompagner les managers vers ces principes-là? Est-ce que tu les formes? Est-ce que juste tu les recrutes sur la base de ils savent déjà faire ça? Qu'est-ce qui est fait? Alors, c'est marrant parce que tu as mis dans la même phrase management et promotion. Et en fait, c'est une erreur, un grand classique, hein, et je sais que je vais pas te l'apprendre, mais le management n'est pas une promotion, c'est une compétence. Et donc, Mmh. on se trompe souvent en disant, bah tiens, t'es super commercial, tu vas passer Tout à fait. directeur ceci ou manager ou leader cela. Et en fait, on a par le passé chez Clinitex cramé des gens comme ça, cramé des gens qui étaient excellents à leur poste. Et dans le schéma normal, classique d'évolution chez Clinitex, quand on a fait ce poste-là, on prend un poste de management. Et on est tombé dans ce piège dans toutes les institutions, administrations, entreprises tombent. Hein. Et on crame un excellent commercial qui était hyper développeur, qui faisait trop bien son métier, mais qui savait pas manager. Donc on en est revenu de ça. Ça a été un des ingrédients aussi qui m'a fait construire ce Human Plan. Euh, je vais reprendre une analogie avec la meute de Lyon. Tu Ouais. vois, on fait quasiment exclusivement de la promotion interne. Je m'explique. Le petit lionceau, il va arriver, il va découvrir la vie et puis il va tester le cadre, les limites, il va aller mordiller l'oreille du vieux lion et puis il va se prendre un bon coup de griffe, tu vois. Et il va comprendre que tiens, là il y a une règle, il y a un usage, c'est écrit nulle part, je sais pas lire moi lion, mais il y a un truc que j'ai capté que là faut pas dépasser. Et puis il va tenter ses expériences comme ça petit à petit. Et en fait, il va se forger, comment dire, toute la culture de la meute par son expérimentation. Et chez Clinitex, c'est pareil, tu vois. Je n'ai pas un code déontologique, d'éthique, des process écrits, des trucs. Il y a beaucoup de choses qui se découvrent par l'expérimentation. On a un cadre, hein, tu vois. Je vais dire, par exemple, les notes de frais. Les notes de frais chez nous, Mhm. il n'y a pas de barème. Il n'y a pas de limite de remboursement, donc il n'y a pas de règle écrite qui dit l'hôtel c'est autant, le resto c'est autant, voilà. Et donc on est un peu comme le lion là, voilà, je dois tester, expérimenter par moi-même. Mais du coup, qu'est-ce que ça fait? Plutôt que d'appliquer une règle sans réfléchir et d'être au centime près à la règle, les gens s'interrogent et ils deviennent intelligents de dire ok, donc là je dois aller en déplacement à tel endroit, j'ai besoin d'un hôtel, ok, je regarde où est-ce qu'il y a des hôtels. En fait il y a rien autour, mais est-ce que je peux pas regarder Airbnb? Enfin bref, tu vois, ça rend hyper intelligent plutôt que de dire t'as droit à 120 euros pour ton hôtel et donc tu vas prendre un hôtel à 119 Mhm. euros, même s'il est loin de la salle de réunion, tu prendras un taxi le matin et ça te coûtera encore plus cher. Et donc en fait, on rend les gens hyper intelligents là-dessus. Et le corollaire de ça, c'est alors ils sont remboursés aussi en moins de 24 heures. On a un process très rapide là-dessus parce qu'un collaborateur qui avance des sous pour son entreprise, c'est quand même une espèce de cadeau qu'il lui fait et que c'est normal qu'il soit remboursé vite. Et le garde-fou de ça, c'est que toutes les notes de frais sont publiques. On parlait de transparence tout à l'heure, y compris les miennes. Tout le monde a accès aux notes de frais de tout le monde. Voilà. Et ça sert juste de garde-fou à l'excès je me prends 5 étoiles alors j'arrive à 23 heures et je repars à 6 heures du matin et je paye 500 euros la nuit, tu vois. Ok, c'est ok, Mhm. tu peux le faire, mais tout le monde peut le voir. Donc faudra que tu puisses avoir une raison valable auprès des autres. Et donc tu vois, tout ça n'est pas écrit, mais c'est une culture. Et donc le nouveau, quand il arrive, il se dit tiens, comment ça marche pour les notes de frais? Et puis on lui explique ça. Et puis petit à petit se forge voilà une culture. Et donc pour les évolutions de postes managériaux, j'ai pas un cursus de formation très théorique ou très sur les compétences, mais généralement, les évolutions de carrière sur les postes à responsabilité sont ceux qui ont été testés et découvrir toutes ces petites règles. Mhm. Et justement, c'est intéressant que tu parles de cette culture et de ce cadre-là, parce qu'effectivement, justement, c'est cette culture qui joue le rôle de cadre et qui va pouvoir remplacer assez avantageusement la règle et le process. Quand tu sais que tout le monde est aligné autour de ici on fait les choses comme ça, t'as moins besoin de l'écrire et d'expliquer les gens. Mais justement, la différence qu'il y a entre toi et ton équipe et la meute de Lyon, c'est que vous avez la capacité à écrire et à partager des choses par le langage. Euh, Ce travail-là de formalisation de la culture pour pouvoir la partager, et donc il y a un côté choisi, proactif et pas juste subi, en gros pour t'éviter de prendre ton coup de patte dès que tu veux tester quelque chose. Euh, Comment vous l'avez fait? Tu en as parlé un peu tout à l'heure. Et qu'est-ce que ça a eu comme impact de venir formaliser justement cette culture-là?
on a écrit le cadre, si tu veux, mais on n'a pas écrit les règles. Voilà, les règles sont implicites, le cadre est explicite, clairement. Le cadre, c'est quoi? C'est notre raison d'agir. Mhm. Voilà. Toutes les actions menées dans l'entreprise, si elles ont tendance à rendre le monde plus beau, de nos agents, de nos clients, de la planète, c'est OK. Et tu peux entreprendre toutes les actions et mettre les moyens en conséquence. De toute façon, les moyens à la disposition par la transparence, tu sais de combien on dispose. On n'a pas de budget, on a des prévisions, on n'a pas d'objectif, on a ce seuil de prospérité. Et donc, voilà, en conscience, je prends les actions que j'estime les meilleures pour rendre le monde plus beau. Et dans un autre cadre, qui est nos valeurs, voilà, qui ont été là codéfinies par les 3500. Tu vois, ça on a associé tout le monde. Et la raison d'agir a été associée avec les 200, qui quand même ont été les 200 faire des prestations de nettoyage plusieurs fois avec des agents de propreté pour se nourrir, pour concevoir cette raison d'agir. Et tu vois, elle a eu cette raison d'agir qu'on a co-construite. Plein d'impact déjà. On l'a fait il y a un an. On avait fait une démarche avec mon père à l'époque en 2010 ou 2011. On l'a refait là en 2023. Et ça a eu des actions hyper concrètes, de dire les agents de propreté souffraient de la solitude. C'est-à-dire, on va nettoyer chez nos clients et finalement notre lien à l'entreprise, on aimerait bien le développer. On a organisé des arbres de Noël, des journées portes ouvertes, des journées d'accueil de nos agents de propreté qui finalement venaient jamais dans nos locaux. Et ça a été une déferlante de gens qui sont venus avec leurs enfants. C'était des portes ouvertes de 8h à 18h. Il y a des gens qui sont venus de 8h à 18h, tu vois, 10 heures sur place pour rester, pour rencontrer des trucs géniaux. Et puis on en a profité pour les former à nos applis, à plein d'outils qui peuvent leur rendre service au quotidien. Enfin voilà, tu vois, ces réflexions et cette raison d'agir qui a été codéfinie aboutit sur des trucs hyper concrets. Autre action qui a été mise pour les agents de propreté qui nous parlait d'une souffrance administrative dans la gestion de leur paye et de leurs acomptes. Nous, on paye en début de mois suivant, parce qu'on collecte les plannings du 1er au 31, et puis la convention collective de notre profession nous autorise à payer jusqu'au 15 du mois suivant. Nous, on paye entre le 5 et le 6 pour être au plus rapide, parce que les banques, quand elles doivent, ou ton propriétaire, quand il doit prendre ton loyer, ton loyer il par attend le pas le premier. 15. Voilà. Donc ça nécessite d'être très réactif. Cependant, il y a des agents qui peuvent avoir un coup dur en cours de mois, etc., qui peuvent demander un acompte sur salaire. Et ben, on a développé une appli qui permet aux collaborateurs de cagnotter au fil du mois tout ce qu'il a travaillé. Voilà, on est le 10 du mois ou le 12 du mois. J'ai travaillé 30 heures, j'ai cagnoté X euros. Je prends une contravention, c'est l'anniversaire de mon enfant, j'ai besoin d'un, voilà, je peux moi-même, très Montessori aussi, en autonomie, me verser un acompte sur ce que j'ai cagnoté, tu vois. Et on est sur une autre culture et d'autres référentiels en termes de salaire, mais c'est hyper puissant pour nos collaborateurs qui sont autonomisés là-dessus. Et ben ça, c'est typiquement sorti de notre raison d'agir. Voilà, comment rendre le monde de nos agents de propreté plus beau. Et ben sur ça paraît presque gadget ou accessoire, mais voilà, ça a été vachement transformant. Et donc en fait, cette espèce de roadmap, elle est hyper claire et hyper définie pour tout le monde, parce que de cette raison d'agir, on a décliné à peu près 200 projets. Ils sont là, posés sur la table, et quand quelqu'un veut s'en saisir ou lancer un truc, il peut le faire de manière autonome. Et du coup, quand tu as une raison d'agir aussi puissante, et aussi ancrée, aussi opérationnalisée, à quoi ça te sert du coup d'avoir fait le travail sur les valeurs en parallèle? En gros, comment tu utilises ces valeurs-là chez Kinitex? Alors les valeurs, elles sont comme la raison d'agir, un cadre d'action. Donc on a confiance, esprit d'équipe, bonne humeur, audace et responsabilité. Il m'est déjà arrivé de me séparer de collaborateurs qui étaient chroniquement de mauvaise humeur. Voilà, ça m'est arrivé parce que ce cadre de valeurs est une espèce de deal moral. On les a codéfinis, hein, donc elles sont pas. Je n'impose pas ma vue ou mon fonctionnement. On l'a construit ensemble. C'est la première ligne des contrats de travail des collaborateurs. Donc voilà. Si c'est pas ok, j'ai pas de souci avec ça. Mais alors, je sais pas ce que ça vaut juridiquement. J'ai jamais été jusqu'à un litige disciplinaire sur ce sujet. Mais et on n'est pas non plus dans un excès là-dessus. C'est-à-dire que on a le droit d'avoir un jour sans,
Bien d'avoir un sûr. souci perso qui nous perturbe. Mais là, on était sur quelqu'un qui était devenu ce qu'on dit en management parfois pastille rouge, quoi. Tu vois, le collaborateur contagieux, toxique, qui déverse sa mauvaise humeur en permanence sur tout le monde et qui rendait insupportable les conditions de travail pour d'autres. Bon, et il a fallu plusieurs années pour qu'on en arrive à une séparation. On a tous essayé d'animer la bonne humeur, mais ça n'a pas été possible. Donc ça a été le motif de dire on arrête pour ces raisons-là. Tu vois, il y a l'audace dans nos valeurs. C'est très cohérent avec notre raison d'agir et cette liberté d'action. C'est que j'anime aussi de l'autre côté l'audace pour dire bon, c'est bien beau d'avoir une to-do list de dingue avec des trucs super enthousiasmants au service de nos clients et de nos collaborateurs, mais faut y aller, quoi. Et donc tout le monde s'oblige à être audacieux, mais être audacieux pour un comptable, c'est quoi? Tu vois, ou pour un juriste. Et donc Heureusement que t'as pas trop mis de créativité, quoi. Pour le comptable, ça aurait été encore plus difficile. et ben détrompe-toi, tu vois. Non, je sais, c'est la blague sur la compta créative, mais carrément. Mais voilà, ça nécessite de s'interroger chacun de OK les valeurs, mais quels sont les comportements attendus autour des valeurs? C'est-à-dire on travaille aussi beaucoup là-dessus parce que tu vois par exemple l'engagement, c'est quoi l'engagement? C'est tenir ses promesses ou c'est se défoncer? Enfin tu vois, la sémantique peut avoir son importance, chacun peut interpréter comme il veut et donc on a aussi défini de manière très Le précise comportement. les comportements attendus autour des valeurs. Et ça c'est Mhm. hyper intéressant. Et donc en fait ce cadre-là et on le mesure les valeurs, tu vois. Une fois par semestre, d'ailleurs c'est mon travail de la semaine prochaine puisque le printemps arrive, on le fait à l'automne et au printemps, un baromètre des valeurs, donc c'est une petite question flash, une note sur 5 de comment je visionne ces valeurs chez Kintex de 1 à 5, et puis on note, et puis on fait ça par business unit, et donc après, tu vois, c'est une petite photo, et chaque agence fait son introspection, de dire, bah là j'en ai une, tu vois, agence de Valenciennes, dernier baromètre, audace 3,2 sur 5, je crois. Tu vois, les autres à 4,5 ou 5, donc très bien, et là 3,2. Et ben ils sont interrogés, voilà, comment est-ce qu'on peut être audacieux dans notre agence. Et ça a été un vrai sujet, tu vois, en réunion. Et ils en sont venus à maintenant, ils font des offres commerciales en vidéo. Ils ont fait des posts LinkedIn pour présenter leur agence. Enfin, tu vois, ils sont mis un peu en danger, sans Mhm. audace. Ils sont allés sur des marchés, notamment l'agroalimentaire où on est assez peu. Et ils se sont mis à développer ou à approcher des prospects comme ça. Enfin, voilà, tu vois. Et ça les a poussés dans le retranchement un petit peu de se dire, ah mince, on n'incarne pas cette valeur. Mettons-nous en mouvement. Donc là, la semaine prochaine, je vais de nouveau avoir ce baromètre qui va recréer du changement parce que peut-être que dans une équipe, l'esprit d'équipe va être retombé et c'est déjà arrivé. Et on a des équipes qui du coup organisent des déjeuners faits maison toutes les semaines, tournants. Enfin, bref, tu vois, il y a plein d'idées pour animer les trucs, mais toujours, et c'est cette raison d'agir que j'aime bien, on est dans l'action et pas juste la posture. Mhm. Et justement, c'est intéressant que tu parles de ce côté, tu le mesures par BU, par agence, etc. Tu l'as dit, vous êtes implanté un peu partout en France. Dans un cadre où tu as forcément du coup beaucoup de liberté, ça transparaît dans tout ce qu'on a dit jusque-là. Comment tu fais? Alors, vous avez écrit le cadre, vous avez écrit les comportements. Comment tu fais pour que dans l'application et dans l'ancrage de cette culture-là, ça reste cohérent, pour pas dire homogène, à travers ton groupe en fait, que ça peut aller vite, que chacun interprète des mots avec des sens différents. C'est pour ça que tu fais ce step de formalisation là. Mais voilà, est-ce que tu as quelque chose de central qui l'anime? Est-ce que c'est ton rôle? Comment ça marche? Alors, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire j'assume une grande hétérogénéité de l'animation de ce sujet et je pousse la porte de deux agences, il n'y a rien de pareil. Les réunions sont pas aux mêmes heures, pas aux mêmes jours, l'ordre du jour, s'il y en a un, et pas qu'elle est pareille. Et donc le comment en fait m'importe peu, tu vois. Quand les gens sont dans le pourquoi, raison d'agir et les valeurs, c'est ok. Et à la dernière convention qu'on a eue tous ensemble, les 200 là, j'avais eu ces mots de dire mais en fait on a une telle unité sur les valeurs et la raison d'agir qu'on là on tirerait au sort les postes de chacun où chacun le commercial de Montpellier part à Lille et celui de Toulouse part à Nantes. Enfin bref, on fait une espèce de gros tirage au sort. Je suis sûr que l'entreprise fonctionnerait parfaitement. Parce que le comment, finalement, c'est assez accessoire et on est très adaptable au comment. Les valeurs,
voilà, c'est déjà plus difficile de se transformer si on n'incarne pas telle ou telle valeur. Et donc, le socle commun, il est là. Et donc, il n'y a pas vraiment d'animation d'homogénéité sur le comment, mais sur le pourquoi, tu vois, le contrat de travail, ce baromètre. Dans les entretiens pro, on pose une question aussi de dire, voilà, quelle est la valeur que tu incarnes le plus? Ah, l'audace. Pourquoi? Parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et quelle est celle que tu souhaiterais développer? Ah bah je sais pas la bonne humeur parce que je viens pas souvent au pot le soir quand il y a un anniversaire, enfin je dis n'importe quoi, mais voilà, tu vois, et donc on challenge aussi les gens à progresser là-dessus. Mais arriver de questionner aussi, c'est une notion intéressante, une subtilité intéressante sur par exemple la confiance ou le droit à l'erreur. C'est de dire on peut avoir une lecture sur soi, c'est-à-dire j'ai une grande confiance en les autres, mais je me fais pas confiance à moi. Tu vois, c'est deux lectures différentes. On peut sentir une excellente bonne humeur dans l'équipe, mais soi-même pas être de bonne humeur. On peut accorder le droit à l'erreur aux autres et pas s'accorder à soi-même. Tu vois, donc tu as aussi une lecture qui peut être un peu différente selon si on regarde cette valeur pour soi ou pour l'environnement qui nous entoure. Donc ouais, on le mesure, on en parle. Tu vois, moi sur mon profil LinkedIn, c'est ça qui est affiché. Enfin, c'est pas juste un truc un peu bullshit sur un site web pour donner l'impression que c'est hyper central, parce que c'est le cadre. Ouais, ce que j'entends, c'est que c'est aussi devenu un outil de développement et personnel et collectif. Ouais, ouais, il y a un peu de ça. Après, mon influence sur la vie personnelle de mes collaborateurs, je la souhaite la moins intrusive possible. Néanmoins, aujourd'hui, avec les nouvelles formes de travail, le lien il est évident. C'est-à-dire que si on part, enfin, les valeurs personnelles qu'on peut avoir, elles doivent être partagées aussi avec l'environnement professionnel. Donc, on m'a déjà fait ce retour. Je suis pas en recherche de ça, mais on m'a déjà fait ce retour de dire, Edouard, tout ce qu'on a mis en place dans l'entreprise, moi, ça a transformé la manière d'éduquer mes enfants, ça a transformé la manière de parler avec mon conjoint, ça a transformé, voilà. Bon, humblement, je vais pas chercher ces leviers-là, mais si c'est une conséquence ou une externalité positive, tant mieux, tant mieux. Ouais, effectivement, je pensais pas que ça allait jusque-là quand je parlais de développement perso. C'était au sens, tu t'interroges sur toi, tu le disais, au niveau sur la confiance en soi, et cette volonté de progresser sur certaines dimensions qui forcément te fait te développer personnellement et donc professionnellement. Mais c'est intéressant que ça aille jusque-là. Et un autre point dont on a parlé, c'est la notion de choix. Donc, tu vois, justement, ils peuvent s'approprier ça. Et je voulais revenir avec toi sur un sujet qu'on a évoqué un peu en filigrane. T'as parlé d'argent, t'as parlé de salaire, etc., de transparence. Donc, j'imagine que les salaires sont transparents comme tout le reste. Mais toi, tu vas encore un step plus loin dans cette liberté de choisir très, très Montessori. Ce qui, soit dit en passant, va pas encore t'aider à faire un business plan très, très facilement. Mais de ce que je comprends, tu expérimentes autour la fixation plus ou moins autonome du salaire. T'as pour ambition que chacun puisse, chez Clinitex, choisir son salaire. Une fois qu'on a dit ça, comment ça marche et où est-ce que tu en es de ce process-là? Écoute, c'est un bon teasing pour comment dire, la fin et l'aboutissement que je viens de mettre en place, qui est effectivement l'autodétermination des salaires par les 200 collaborateurs. Mais pour comprendre le cheminement, il faut revenir un peu en arrière. Effectivement, ça a démarré par la transparence des salaires, où un soir, mon père était encore en activité et je vais le voir. On était un petit peu, je sais pas si tu vois le film Jeux d'enfants là avec Guillaume Canet et Marion Cotillard, Ouais, tout à où il y a fait. une espèce d'escalade de celui qui fera le défi un peu le plus haut et puis voilà, leur romance tourne autour de ça. Et avec mon père, on était un peu dans ce cas-là, tu vois, c'est-à-dire à celui qui fera le truc managérial un peu le plus fou. Et donc, on était dans une gentille compète rigolote, on s'est bien amusé. Et j'ai à ce moment-là publié les salaires et je suis allé le voir en disant, papa, je viens de publier tous les salaires nominatifs sur l'intranet de l'entreprise. Donc il glousse un peu un vendredi soir. Et si c'était à refaire, je le ferais pas un vendredi soir parce que tu passes un mauvais week-end quand même en te disant, bon, qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce que je vais avoir des palettes qui brûlent ou je vais pas mettre une chemise à laquelle je tiens trop lundi matin, on sait jamais. Bref, et pour les 200 là je parle. Et donc le lundi matin, on a quelques réactions un petit peu virulentes, deux trois personnes qui viennent nous voir 8 heures, qui faisaient le pied de bruit devant la porte et de dire ouais, il y a une injustice malgré notre rigueur sur la fixation des salaires et l'harmonisation.
deux personnes qui se sentent un petit peu flouées et qui nous demandent une revalorisation. On regarde, effectivement, malgré notre rigueur, un petit loupé sur ces deux personnes et on valorise de 100 ou 150 euros brut mensuels. On n'était pas non plus sur des trucs de fou. Hop, c'est terminé. Deuxième réaction, on peut revaloriser tout un métier qui était sous-valorisé chez nous. Donc hyper intéressant, on remet, on réaligne la contribution avec le salaire. Contribution, c'est par à l'entreprise et pas les grilles historiques ou ceux qui crient le plus fort pour avoir plus. Je caricature un peu, mais parfois c'est comme ça. Sûr. Et dernière action, seulement, c'est-à-dire que le fantasme sur les hauts salaires, qui est parfois disproportionné quand on écoute le CAC 40 ou les footballeurs, Bien sûr. Bon, on en est très loin dans nos entreprises de TI ou PME. Et voilà. Deuxième étape, on rachète une boîte en 2015 dans notre région historique, Hauts-de-France, et je suis en charge de piloter le rapprochement. On rachète début décembre, et puis courant du mois, ils viennent me voir en disant bon, Edouard, au fait, qu'est-ce qu'on va avoir pour notre prime annuelle de fin d'année? C'est une pratique qu'on n'est pas chez Clintex. Je dis attendez, pas au courant. Je regarde dans le contrat de travail, rien. Je dis attendez, c'est quoi cette prime? Si, depuis toujours, on avait une prime. Donc j'appelle l'ancien gérant qui venait de nous vendre. Jean-Pierre, est-ce que tu peux m'aider là-dessus? Et il me dit bah non, Edouard, là j'ai vendu, j'ai envie de couper. Débrouille-toi. Débrouille-toi. Merci. Okay. Voilà. Super. Et donc je retourne voir les collaborateurs. Donc là, les administratifs, ils étaient une quinzaine. Et puis je leur dis écoutez, je suis un peu embêté parce que votre prime de fin d'année, si elle est censée récompenser l'année, elle a aucun critère d'attribution objectif, voilà, contractuel ou écrit. Et bah moi j'étais pas là cette année. Donc comment je peux deviner qui a fait quelle année? Et là je dis bah écoutez, on va faire du Clintex, on va vous embarquer un petit peu sur nos méthodes un petit peu folles. Je vais publier ce que chacun a eu depuis 5 ans. Voilà, nominativement. Et ça allait de 250 euros à 2500 euros. Et c'était la prime à la tête du client, c'était le fait du prince, de l'ancien patron. Tu m'as bien servi le café, bah t'as un peu plus. Et donc tu vois, il y avait tous les biais d'une prime sans critères, qui est le faillotage, les jeux politiques, Bien sûr. celui qui parle le plus fort. Et ça, Jonathan pourra en parler. Il connaît bien ce sujet aussi sur les salaires. Et donc c'est 15, je leur dis, vous allez vous-même choisir le montant de votre prime. Ils me disent, ah bon, ok, je dis ouais, et puis c'est pas une négo, hein. Si tu demandes 1000, c'est t'as 1000. Voilà, direct. On se voit physiquement, tu me dis combien tu veux, et c'est pas tu demandes 1000 pour avoir 500, Tu vois, il n'y a pas une transaction, une négo. Et puis je republierai ce que chacun a eu et demandé juste après. Voilà. Voilà les règles du jeu. Moment hyper dur. Donc les gens, bah tu sais, cette année j'ai fait ci, ça. Tu me dis ce que tu veux. Là, j'étais pas là pour le vérifier ou pour le voir. Donc on te fait confiance, c'est tout. Tu me dis ça, ok, mais bon, combien? Et puis chacun met sur un bout de papier. Et puis au final, j'ai des primes qui sont versées à tout le monde, des gens qui se mettent moins que l'année précédente. Une enveloppe qui est à peu près cohérente à ce que j'avais imaginé, même si j'avais pas de notion d'enveloppe. Et j'ai une personne qui se met 3500 euros. À l'aise? À l'aise. 6 semaines après, elle était plus dans l'entreprise. Voilà. La meute de Lyon, là, tu vois, si on reprend le thème avait rejeté le lion solitaire qui avait pas été dans le cadre. Et donc ça m'a pas appartenu. Ça s'est fait assez naturellement et on n'a pas eu besoin de brutalité. Mais tu vois, il y a un chèque en blanc d'Edouard, j'en profite. C'était pas justifié, pas mérité par rapport à son année, que moi j'avais pas vu, mais que ses collègues avaient vu. Et son maintien dans l'entreprise n'est plus possible. Elle avait trahi en fait la confiance dès le début de la collaboration avec l'entreprise. Donc, tu veux, ça génère des mécanismes un petit peu comme dans une cellule vivante où tu as un virus qui va rentrer, tu as les globules blancs qui vont se mettre autour et qui vont sortir l'agent pathogène. Ce système immunitaire complètement, ouais. Exactement. Et juste sur ce cas, comment tu as géré, c'est peut-être très concret, mais comment tu as géré le fait, en fait, ceux de la boîte qu'on a racheté, eux, ils se versent une prime à eux-mêmes, puis nous, on est chez Clintex depuis, entre guillemets, toujours, et nous, on n'a pas de prime, du coup, comment tu gères le concept de la rupture d'égalité avec des gros guillemets que ça peut engendrer? Ouais, alors en fait, ils avaient ce système de prime, mais avec des salaires de base plus faibles. Donc si tu veux, là pour l'année 1, le temps de se voir, il y a eu cette prime d'accordée, puis après on les a harmonisés dans nos systèmes de REM et cette prime a disparu. Voilà. Donc
Ça s'est fait comme ça. On a pu lisser. C'est une forme de 13e mois qu'on a pu lisser sur l'année. Et donc moi un petit peu les chevilles qui enflent là, de me dire transparence top, cette autocrime top, allez je pousse le curseur plus loin. Cette année chacun peut choisir son salaire, voilà, et je pose assez peu de garde-fous et je dis allons-y, c'est open. Seule condition, bah vous regardez un peu le marché et puis vous en parlez avec un ou deux collègues, quoi, histoire que voilà, vous ayez quand même vous challengez un petit peu votre idée. Et puis là, la cata, les demandes m'arrivent et j'ai des trucs qui sont un magasinier qui se rajoute 1 000 € mensuels, ma RH de l'époque qui double son salaire, enfin, des trucs. Et je me dis mais là je vais dans le mur. J'ai beau avoir pas de business plan, j'ai quand même une calculatrice et je me dis que là on va dans le mur et je suis pas dans mon rôle de gestionnaire de l'entreprise. Donc j'arrête tout. Et je voulais pas être non plus dans le jugement. Toi c'est pas juste, mais lui c'est juste. Enfin c'était tout le monde ou personne. Ouais. Donc, je m'accorde le droit à l'erreur, qui est aussi un des principes de management de chez nous, en disant, écoutez, mea culpa, j'ai tenté, j'ai joué, j'ai perdu, mais dont acte, on apprend de ce sujet, et puis voilà. Et puis les sujets restent là, mais ça reste quand même gravé dans petit coin de ma tête. Et cette année, on a refait la même expérimentation avec l'ensemble de collaborateurs administratifs, les 200, de dire, vous pouvez choisir vous-même votre salaire. Mais là, j'ai les garde-fous qui ont fait que ça a marché. Et qu'est-ce qui a changé? Déjà, j'ai demandé ce qu'il y ait une demande écrite et justifiée. Donc, j'ai créé une grille de salaire qui s'appelle la grille des sacs à dos. Parce que chez Clinitex, le salaire est fonction des responsabilités qu'on occupe. Il y a des boîtes, le salaire, il va être lié à la performance. Voilà, j'ai fait une super année, il faut m'augmenter. Ça s'entend. Et j'ai pas de jugement, c'est pas nos critères. Parce que chez moi, ça sous-entendrait que si on fait une année pas bonne, dans ce cas-là, on baisse le salaire. Tu vois. Donc, on a des systèmes de variables là-dessus. Là, on parle du salaire mensuel fixe. Les variables peuvent rémunérer la performance ou pas. Il y a des boîtes ou des institutions qui rémunèrent l'ancienneté. Au plus dur dans une entreprise, au plus mon salaire va monter. Voilà. La fonction publique étant un exemple assez éclairant là-dessus. Chez nous, non. On assume qu'un vieux briscard qui va gagner tel salaire, s'il y a un petit jeune qui arrive et qui prend exactement les mêmes responsabilités, il va être payé pareil. Voilà. L'ancienneté, nous, il y a une prime d'expérience qui est dans notre convention collective qui rémunère ça. Mais il n'y a pas de raison qu'on paye moins quelqu'un qui occupe les mêmes responsabilités. Ce qui, du coup, de fait, gomme toutes les inégalités de sexe, de genre, de tout ce que tu veux, tu vois. Parce qu'on est que sur le sujet de responsabilité. Il y a un autre sujet, je reviens à mon grand-père, une fois de plus, qui était entrepreneur dans le textile et qui est à l'origine des accords capital-travail, qui est l'ancêtre de la participation. C'est lui qui a inspiré le général de Gaulle à l'époque sur ce sujet, moi, c'est petit aparté. Mais donc, il était entrepreneur aussi, un peu explorateur, innovateur, managérial. Et il disait, fais semblant de me payer, je ferai semblant de travailler. Ouais, ça a du bon sens, effectivement. Voilà, de bon sens, et bon, on n'a pas besoin d'être devin pour comprendre le truc, mais c'est de dire, voilà, paye-moi une juste valeur et ce sera pas un sujet et je serai engagé total. Mais si, tu vois, c'est le mini caillou dans la chaussure sur le salaire, si j'ai le sentiment d'être un tout peu, un petit peu, même pas beaucoup, sous-payé, l'engagement ne sera pas total et le travail sera pas en conséquence. Donc, voilà, tu vois, j'ai compilé pas mal de principes et du coup, j'ai demandé à ce que chaque collaborateur fasse une demande écrite de, en quoi mon sac à dos a évolué cette année. C'était la question. Qu'est-ce qu'il y a de plus dans mon sac à dos? Littéralement. Et donc avec un petit formulaire à remplir. Pourquoi écrite? Pour gommer le côté je suis timide, j'ai du mal à l'oral, voilà, pour X ou Y raison. Et donc là, je peux l'écrire. Je peux le faire relire à mon père, ma mère, ma femme, mon conjoint, un collègue. Je peux mettre dans ChatGPT. J'en ai qui l'ont fait. Bon, ça se voit encore. Le truc est pas Ça se encore. voit, oui, quand même. Voilà. Et donc je justifie de ma demande d'augmentation par les responsabilités que j'ai prises. Et c'est transparent dans la même veine que vous. Ouais. Et ben voilà, un des garde-fous, c'est qu'à la fin du process, enfin c'est dit avant le process, c'est de dire qu'il sera rendu transparent une fois que toutes les décisions seront prises. Donc si un manager dit je gérais 25 chantiers et maintenant j'en gère 40, ok, sac à dos c'est alourdi, il y a pas de souci. Mais que si c'est des salades et qu'en fait il a jamais pris 15 chantiers de plus, globules blancs, système immunitaire, 15 jours après il est plus là, tu vois. On revient à ça. Donc ça oblige à une extrême sincérité puisque tu vas être lu de tes collègues.
Et donc, ça, c'est le premier garde-fou. Deuxième garde-fou, je leur dis, sur cette grille de salaire, donc les tailles de sac à dos, c'était S, M, L, XL, XXL. Et dans chaque taille, il y a 5 tailles. S1, S2, S3, t'as compris le truc. Et puis, par exemple, un collaborateur et puis des paliers qui vont, c'est des paliers de 100 euros, puis des paliers de 150 euros, puis des paliers de 200 euros, enfin bref. Mensuel fixe, toujours sur le brut, le salaire de base. Et par exemple, j'ai un collaborateur qui va être sac à dos M2, voilà, 2500 euros brut. Je dis ça de mémoire, mais je suis très sûr de mon chiffre, mais bref, ça n'a pas d'importance. Et il veut passer M5, 3500 euros brut. Mhm. Et ben, en fait, la demande, quand elle va être étudiée, je vais expliquer le process de décision après, c'est soit 3500, soit tu restes à 2500. Tu vois, une fois de plus, on n'est pas dans une négo. Donc, bah, tu peux être joueur, mais au risque de rien avoir du tout. Et donc, en fait, le comité de rémunération, qui était des gens tirés au sort pour chaque demande. Donc, j'ai eu une demande, je sais pas, un comptable qui demande de passer de 2005 à 3000. Et ben, on a tiré au sort 4 personnes autour de lui. Un autre comptable qui parle le même langage, le même métier, qui sait exactement ce qui s'est passé dans l'année. Un client interne, donc souvent un directeur d'agence, parce que les comptables sont à leur service. Un spécialiste des rémunérations qui historiquement faisait partie du comité de rémunération, donc qui a déjà eu à arbitrer des sujets de rémunération, un peu d'expérience. Et dernier, un collègue de vie. Donc ça peut être un informaticien qui a rien à voir avec la compta ou un responsable formation, enfin bref, que sais-je, mais un collègue qui ressort. Et ces 4 personnes qui ressortent avaient pour seul rôle d'être le garde-fou d'une demande farfelue. Le mec qui était M1 et qui demande XXL4, ce que j'avais eu avec mon magasinier ou ma RH de l'époque, et ben là, les 4, après avoir lu la demande, regarder le marché, regarder les salaires du groupe parce que tout est accessible, fait leur petite tambouille, dire non, mais là, on est dans le farfelu, on valide pas. Et donc, en fait, l'intention, c'était de dire oui à tout le monde parce que toutes les demandes étaient responsables et légitimes. C'est clairement important ce côté. Ils sont là pour faire le garde-fou d'une demande farfelue et pas là pour juger et disséquer la performance et la vie du collaborateur, ce qui derrière te donne un pouvoir de démiurge quasiment et crée des animosités délirantes. De ouf. Mais carrément. Alors que là, non, ils sont pas jugés partis, ils sont juste là pour juste garde-fou. Et que ce rôle de dire est-ce que j'ai pris des responsabilités, est-ce que je mérite une augmentation, il est individuel en fait. Tu vois, et là on revient au Montessori sur l'autodétermination, l'auto-évaluation. Je dis pas que c'est facile, hein. Et ça a eu un autre effet qui était hyper intéressant. Tu vois, je l'ai découvert après, je l'avais même pas anticipé. Les entretiens professionnels, par exemple, un manager en agence le faisait. Alors, chez nous, on le fait avec qui on veut dans l'entreprise. C'est un choix dans le process parce que comment dire à ton chef que ton problème cette année, ça a été ton chef. Tu vois. Bien sûr, et donc, pour ouvrir totalement la parole, chacun le fait librement avec qui il veut dans l'entreprise. Et donc, quand ton chef est légitime, donc ton directeur d'agence, par exemple, si tu es manager, bah, tu le fais évidemment avec ton chef. Par contre, quand le chef est pas légitime, bah, toute l'équipe choisit quelqu'un d'autre et ça envoie un signal assez fort aussi. On s'est déjà séparé de collaborateurs en responsabilité managériale parce que leurs équipes les suivaient plus du tout. Donc ça oblige le chef à être très dans la contribution vis-à-vis de son équipe et pas dans l'autorité. Sinon, il est plus légitime, il est plus choisi et puis ça se voit. Donc, tu vois, encore un garde-fou dans le process RH. Et donc, qu'est-ce que ça a changé cette année? C'est-à-dire qu'avant, les directeurs d'agence étaient jugés partis sur les rémunérations de leurs collaborateurs. De dire, bah tiens, on avait quand même un process de collaboratif avec le copil, là, les 18 directeurs d'agence, où on décidait tous ensemble. Mais et puis la transparence qui oblige à une grande rigueur. Mais quand même, le directeur d'agence disait, bah tiens, Pierre, Paul ou Jacques mérite ceci, donc moi je vais défendre telle position. Qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, j'aimerais bien ci, j'aimerais bien ça. Enfin bref, il y a une discussion. Et là, leur rôle a totalement changé. C'est dans le formulaire d'auto-évaluation des entretiens pro, le collaborateur, c'était je pense présenter je pense présenter une demande de rémunération. Oui, non. Et la question à poser du coup en entretien pro à son directeur d'agence, c'était qu'est-ce que t'en penses? Je pense demander 2 échelons. Qu'est-ce que t'en penses? Et là, le rôle du directeur d'agence, il est complètement différent. Il n'est pas d'être le rôle d'arbitre, de trancher, de créer de la déception ou de la satisfaction. C'est plus le sachant, tu sais, avec sa petite cacahuète qui soumet le petit hamster en te disant oui, tu vas avoir 100 euros. Ou la vieille brute avec sa hache qui dit non, toi cette année rien. Et donc en fait, il change de rôle, il devient coach en rémunération de son collaborateur.
Et ça change tout. De dire, attends, deux échelons, t'es sûr? Regarde tes sacs à dos, ouais. Bon, compare. Est-ce que tu as pensé à ceci? Est-ce que tu as vu? Il y a une annonce en ligne pour le même poste qui est pas au même. Et donc, il peut l'éclairer en fait et il devient coach. Et ça change tout parce que le collaborateur est plus dans l'animosité de son chef. Le chef devient contributeur. Et je n'avais pas anticipé ce truc-là. C'est mes directeurs d'agence qui m'ont dit, Edouard, ça a tout changé. L'entretien pro, on s'est dit des choses qu'on se disait pas avant parce qu'il y avait plus ce parasite du salaire. C'est hyper intéressant parce qu'effectivement, ça aligne. Et c'est vrai que j'ai des souvenirs de négo salariales, enfin, où tu as l'impression que la personne que tu as eu en face de toi toute l'année, c'est pas la même qui est dans la salle ce jour-là. Parce que tu as juste des intérêts qui sont pas alignés. Toi, tu es là, enfin, le chef d'équipe, il est là pour gérer un budget, probablement. Le collaborateur, il est là pour gratter un peu. Et s'il prend pour lui, il prend dans la poche de l'autre, en gros. Donc, c'est des moments qui sont très, très désagréables. Donc, c'est un corollaire, enfin, un effet collatéral, pardon, qui est hyper intéressant de cette expérimentation-là, quoi. Ouais, carrément. Et du coup, alors il n'y a pas de système d'enveloppe. Donc tu vois, j'étais sans filet, hein, mais il y a l'audace dans nos valeurs. Donc moi, c'est ma manière, c'est mon comportement sur l'audace. Euh, et, euh, et en même temps, j'ai un système qui se tient parce que si tu veux, si tout le monde triple son salaire et que personne trouvait ça farfelu, ok, Mm. mais ça repousse d'autant le seuil de prospérité. Mm, Tu vois, donc c'est-à-dire que on s'est créé, si tu veux, une espèce d'appétit qui nécessite qu'on va devoir chasser 3 gazelles et pas une. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, en fait, moi c'était ok qu'on se verse beaucoup plus, mais les gars, va falloir turbiner beaucoup plus mm. pour atteindre notre seuil de prospérité. C'est-à-dire que la confiance, elle va jusqu'à je te donne la capacité de foutre la botte dans le mur, quoi. Euh, Collectivement. euh, je pense qu'on est jamais déçu par la confiance à ce point-là, tu vois. C'est-à-dire que Oui, mais le fait de la donner, sans dire que ça va arriver, c'est une vraie marque de confiance, quoi. C'est pas je ouais, te fais ouais. confiance pour faire ton taf, quoi. C'est on est collectivement responsable de notre destin, entre guillemets, quoi. Ben bien sûr, tu vois, le pilote d'un avion, on lui donne tous sa confiance pour nous emmener à bon port. Et le garde-fou, c'est que il est lui-même dans le bateau, quoi. Enfin dans l'appareil. Donc, s'il fait une connerie, il est lui-même concerné. Je pense que la confiance qu'on donne, que ce soit sur les sujets salaires ou tous les autres, parce que on n'en a pas parlé, mais les collaborateurs choisissent eux-mêmes leur mission et le contenu de leur mission, choisissent eux-mêmes les indicateurs pour évaluer la pertinence ou la réussite de leur mission. Tout ça fait que bah ils ont pas envie d'aller dans le mur du bateau dans lequel ils sont, quoi, tu vois. Mm. Ouais, carrément. Et justement, on parle de tout ça. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses très techniques derrière quand on parle de rémunération, quand on parle d'évaluation, etc., etc. Si je comprends bien sur quelque chose dans ton orga, c'est que toi, tu fais ça pour 3500 personnes et tu n'as pas de DRH, si je me trompe pas. Non, non. Pas de DRH, pas de DAF, pas de directeurs régionaux. Le seul mot directeur qu'on a, c'est les directeurs d'agence qui ont pour rôle non pas le verbe, mais l'adjectif, donc direction, donner la direction. C'est comme ça qu'on qu'on le l'explique et qui dispose d'un pouvoir, non pas là l'adjectif, mais le verbe, pouvoir, capacité à faire. Tu vois, Mm. on revient à notre raison d'agir. Le pouvoir, c'est la capacité à faire ou à faire faire. Et donc, oui, on n'a pas ces postes-là. Par contre, on a des gens qui ont des grands périmètres de décision et qui sont très autonomes. Donc, on parlait des RH, bah, j'ai des gens spécialisés sur les sujets paye, j'ai quelqu'un spécialisé sur les sujets SIRH, j'ai quelqu'un spécialisé sur la formation, j'ai quelqu'un spécialisé sur le recrutement, et qui ont du coup un champ d'action très large, une autonomie de décision, d'initiative, de process totale, parce que le seul lien de subordination qu'ils ont, c'est avec moi. Mais moi, mon lien de subordination direct, il est avec 60 personnes à peu près, tu vois. Et je ne peux pas manager comme on le ferait classiquement 60 personnes. C'est juste impossible. Donc en fait, ils sont libres et autonomes, mais le droit du travail exige quand même qu'il y ait un lien de subordination. Mais presque, j'ai quasiment des gens qui pourraient être en freelance en fait, tu vois, tellement autonomes sur leur job. J'avais même inventé un mot un peu barbare qui s'appelait le freelariat, tu vois, Oui, ouais, tout à fait, un ouais. mélange de freelance et de salariat, parce que en fait ils déterminent leur salaire, ce qui pourrait être les factures qu'ils veulent me présenter, ils déterminent leurs horaires, leur méthode de travail, leurs critères d'évaluation. Enfin, donc mais cette grande liberté, c'est aussi un moyen en fait pour atteindre l'objectif qui est quoi, qui est l'engagement, qui est la performance, qui est tout ça, hein. Je suis semi altruiste là-dessus, j'y trouve mon intérêt aussi. Bien sûr.
Et ça, cette liberté, cette autonomie aussi poussée, est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à étendre au-delà de tes 200 collaborateurs administratifs, comme tu les appelles, sur l'ensemble des 3500 de 300 membres de l'équipe de Clintex? Alors, je me demande si c'est pas l'inverse, si c'est pas les 3500 qui nous ont poussés à, à donner de la liberté aux 200. Je m'explique. Euh, les règles du jeu de notre métier font qu'on intervient beaucoup en horaire décalé, en tout cas que c'est fréquent, à temps partiel. Donc, j'ai parfois des sièges sociaux que je vais nettoyer de 5h à 8h du matin, quoi, pour qu'à 8h soit propre à l'arrivée. Bon, j'ai 6000 clients abonnés, je n'ai pas 6000 contrôleurs de chaque prestation qui va être exécutée. Et donc, si l'agent de propreté arrive à 5h10, ben, tu vois, je suis pas là. Voilà. Si on lui fait une organisation ultra précise en disant c'est salle de réunion 1, bureau 2, toilette 3, je suis pas là pour vérifier que c'est fait dans cet ordre-là, etc. Donc, il y a une grande forme de liberté d'action des collaborateurs œuvrants parce que bah, ils sont seuls. Nos clients nous confient leurs clés. On intervient en horaire décalé et donc il y a déjà cette forme de liberté de nos agents de propreté. Et c'est pour ça que animer des règles ou des cahiers des charges trop précis peut poser des problèmes. Et nous, on n'anime pas des fonctions, donc les fiches de fonction des agents de propreté, mais plutôt des fiches de mission. C'est-à-dire que j'ose espérer que si un papier sale et devant l'entrée, mais qui n'est pas écrit sur le cahier des charges, le lundi matin, Ouais, je bah, vois ce c'est que tu veux dire. prêt. Et ben, la posture et la manière dont on anime mon agent de propreté aura plus de chances de le ramasser que l'agent de propreté d'un concurrent. Et on a un outil de détection d'ailleurs là-dessus qui s'appelle le Waouh. Tu vois, le Waouh, c'est ce côté, j'ai dépassé mes fonctions, j'ai fait un truc un peu hors norme, qui n'était pas prévu, mais qui est dans le sens de ma mission. On m'a pas demandé de le faire, on m'a pas téléguidé. Tu vois, j'ai un exemple à Valenciennes quand j'étais directeur de cette agence, qui agent de propreté qui trouvait le hall de son client hyper triste. Et qui, à titre perso, était passionné de jardinage. Un week-end, elle avait coupé des fleurs dans son jardin et elle avait fleuri le hall du client, quoi. Bon, waouh, personne lui avait demandé, prise d'initiative, rendre le monde plus beau, et plus dans la raison d'agir. Et ben nous on le détecte. Ce client s'avère être un copain, il m'appelle, enfin une connaissance, il m'appelle en disant Edouard, ton agent de propreté est incroyable. Bah waouh, effectivement. Donc ça on valorise. Publication dans nos journaux internes, donc 4000 personnes qui reçoivent le magazine, donc il y a le côté fierté d'être mise en lumière, diplôme avec photo avec le client, chèque cadeau, enfin tu vois, il y a tout un petit package comme ça qui font que ça donne un outil de reconnaissance hyper puissant et qui crée une culture, tu vois, du dépassement de fonction et de la mission plutôt que de la fonction. Et ça, des hommes comme ça, on en fait 5 par mois et on les met en lumière. Et c'est absolument fabuleux, fabuleux. Mais c'est assez génial parce que justement, tu vois, tout à l'heure, tu parlais du human plan et de l'étendre, 3500, etc. On a souvent l'impression que, enfin, tu vois, le côté, donner du sens, l'engagement, etc. Enfin, t'as ceux qui vont te dire déjà, bah, nous, déjà, on n'est pas une boîte à impact, donc chez nous, c'est compliqué de donner du sens, etc. Parce qu'on fait un métier qui s'y prête pas. Illustre l'inverse, parce que, entre guillemets, tu as créé ça, mais ton métier n'est pas de sauver la planète directement, tu vois. Tu peux avoir du sens sans faire ça. Et puis, on a souvent l'impression aussi que c'est quelque chose qui est réservé à des métiers de bureau, tu vois, ou pour du cadre sup++, qui est dans un siège où on va se casser la tête de est-ce qu'on met le baby-foot sous la corbeille de fruits. Toi, tu arrives à impulser ça pour des gens qui ont des métiers œuvrants, comme tu dis. Comment tu as réussi à faire ça de manière homogène, encore une fois, même si tu privilégies l'hétérogénéité, tu vois, pour le faire pour tout le monde et pas juste pour les 200 qui sont pour lequel ce serait peut-être plus simple, tout simplement. Ouais, alors il y a à la fois une intention et un mot qu'a piqué le président de la République, qui est le ruissellement. Tu vois, c'est-à-dire que moi, je suis à 100%, à 2000% autour de tous ces sujets-là, et puis par par capillarité, j'espère que tous les agents de propreté, mais comme je te l'ai dit, j'ai pas la capacité matérielle de les rencontrer, arrivent à cette intention. Et après, l'autre sujet, c'est qu'on le mesure. Tu vois, moi, on mesure qu'on a 88% de nos agents de propreté qui se disent heureux ou très heureux de travailler pour Clintex. Pardon, la moyenne française est à 56% et dans la fonction publique à 46%. Donc, on sait
on sait nos actions ont un impact positif là-dessus. Mais on a aussi des sujets disciplinaires, on a des gens désengagés, tu vois, c'est pas une garantie de perfection. Euh, Comme tout sujet, donc je pense pas qu'il y ait un milieu social ou professionnel qui soit plus difficile qu'un autre. Je préside une association qui s'appelle le VIACET, qui est l'association des entreprises libérées. Euh, j'ai le directeur d'une CARSAT dans cette association. Tu vois, CARSAT, c'est un organisme de retraite et de sécurité au travail. Bon, et il arrive à le faire. On a l'ancien directeur du ministère des mobilités en Belgique. Intéressant, il s'appelle pas ministère des Transports, mais ministère des Mobilités. Bon, fonction, mission, totalement différent. Et donc, et puis il y a des petites boîtes, des grosses boîtes, des coopératives. Donc, en fait, je pense que c'est vraiment une question d'intention et de flamme intérieure, pas une question de milieu. T'as des start-upers hyper top-down dans leur management et tortionnaires, tu vois. Alors qu'on peut se dire l'image de la corbeille de fruits du baby-foot, si je reprends tes exemples, fait que c'est des entreprises où il fait bon vivre. Bah, pas nécessairement, en fait. Ça part vraiment de l'impulsion d'un dirigeant et d'un état d'esprit d'entreprise global, je pense. Ouais, merci pour ça, parce que c'est un beau message d'espoir, justement, de dire que tout le monde peut le faire. Et à l'inverse, c'est aussi une invitation à se bouger pour le faire, et pas se dire que bah non, chez moi c'est pas possible. J'ai une dernière question pour toi, pour te mettre à contribution là-dessus. C'est une question traditionnelle sur le podcast. Finalement, puisque tout le monde peut le faire, toi, quel serait le conseil que tu donnerais à un autre dirigeant pour qu'il puisse développer son entreprise autour de ses convictions, de cette culture-là, comme au final tu as pu le faire chez Clinitex? Alors, j'entends la question. Je vais être prudent sur le prosélytisme, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'adore ce que je fais et la manière dont je le fais. Mais est-ce une méthode universelle, biblique ou gouroutisée? Tu vois, j'ai pas envie de tomber dans ce petit écueil de prétention, parce que peut-être il y a des collaborateurs qui sont pas à l'aise avec ce système d'autonomie, de liberté. Tu vois, en école Montessori, tout le monde n'y trouve pas son compte, notamment par exemple les enfants qui vont avoir un modèle d'éducation très dirigiste à la maison et beaucoup de liberté à l'école. Bah, tu vois, ça les fait vriller. C'est pas compatible. Donc, tu vois un système de valeurs plus, allez, je le dis même si le terme est un peu péjoratif, mais plus obéissant. C'est-à-dire, je viens le matin, on me dit quoi faire. Le midi, j'ai du feedback. J'arrive l'après-midi, on me dit quoi faire. Le soir, j'ai du feedback et ça tous les jours. Voilà, il y a des managers qui ont besoin de collaborateurs comme ça et des collaborateurs qui ont besoin d'être dans un management comme ça. Ça, chez nous, les gens seraient très malheureux. Donc, en fait, plutôt que de donner un conseil, c'est de dire, bah, voyez, découvrez-vous, voilà, votre fonctionnement, ce qui vous anime, et allez vers les boîtes qui pratiquent ça, quoi. Et assumez-le. Si vous allez dans une fonction publique, vous plaignez pas d'un management très dirigiste et très fonctionnel. Et de la même manière, si vous rejoignez Clinitex, vous plaignez pas de la liberté de l'autonomie et du manque d'instruction, parce que vous ne les aurez pas. Donc voilà, plutôt comprendre, si le conseil c'est comment on fonctionne et avoir un job et un management en conséquence, quoi. Et assumer qui on est, assumer sa culture. Merci beaucoup Edouard pour tout ça. C'était un vrai bonheur de faire cet épisode avec toi. Et puis à très bientôt du coup, j'espère. Merci Vincent. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est sans doute que ça vous a plu. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre boss, à votre ami qui veut monter une startup depuis toujours, ou à toute personne qui pourrait être intéressée par la culture entreprise. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou toute bonne application de podcast. Et vous pouvez également nous laisser un avis 5 étoiles de préférence sur Apple Podcasts. À très bientôt pour un nouvel épisode et merci à tous.